Rien. Pas une image, pas un truc qui m'a interpellé, rien. Le vide absolu, le néant total. Mais, bah, c'est franchement pas si dégueulasse, hein. De Urban, hein. Urban, tous les 2-3 ans, ils nous sortent un format qui est une très bonne idée. Sans être méchant, Superman contre Spider-Man, Spider-Man, il tient pas 3 secondes, hein. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des critiques d'Oupienne. Alors, les critiques d'Oupienne, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je sais que j'ai un public de plus en plus fidèle. Eh bien, les critiques d'Oupienne, eh bien, ce sont vos critiques comics hebdomadaires, hein, faites par moi, Doup, alias Cédric, qui chronique des comics depuis maintenant près de 20 ans, hein, sur de nombreux sites et de nombreux blogs. Les liens sont tous en description, voilà. Et bah, depuis maintenant presque 8 mois, peut-être un peu plus, je sais pas, eh bien, j'ai décidé de vous faire chaque semaine la critique de 3-4 comics. Alors, pas forcément dans l'actualité, en fonction de mes lectures, en fonction de ce que j'ai envie de lire. Vous verrez, il y aura des critiques d'Oupienne spéciales qui correspondront en rien. Il y aura des critiques que sur l'actualité. Donc voilà, chaque semaine, je vous propose de découvrir mon avis, hein, sur 3-4 comics qui sont soit parus, qui sont soit en VF, soit en VO, qui sont pas disponibles, qui sont plus disponibles. Vraiment, je lis de tout et j'ai envie de vous faire partager ma passion, puisque c'est quand même le principal. Et puis, on va commencer tout de suite, du coup. Alors, on va commencer. Alors là, c'est une semaine quand même plutôt nouveauté. Et on attaque avec Batman Ghosts of Gotham. Alors, qu'est-ce que c'est que Batman Ghosts of Gotham, tome 3? Eh bien, c'est le run hein, de Detective Comics de Tom Taylor et Michael Hanin. Alors, je comprends pas. Stéphane en a déjà parlé hein, dans une de ses capsules comics. Vous pouvez aller la voir. Peut-être qu'elle est là, voilà, je ne sais pas. Ou là, j'en sais rien. C'est quelque part par là, je suis jamais arrivé, moi, avec les fiches. Reprenons. Donc, Ghost of Gotham, en fait, c'est simplement le run de Tom Taylor sur Detective Comics. Un run qui est coupé en arc. Et donc, je ne sais pas pourquoi Urban a décidé d'appeler ça Ghosts of Gotham, puisque clairement, il n'y a pas de lien entre ce tome 3 et les précédents. Enfin, très peu. Donc, vous pouvez attaquer tout de suite avec ce tome 3, qui, en plus de ça, je ne vais pas vous le cacher, c'est le meilleur depuis le début hein, de la série, puisque c'est une histoire complète. On sait que Tom Taylor, c'est un bon scénariste. Il n'y a plus rien à dire. Il a prouvé maintenant que c'était un très bon scénariste. Il s'est mis sur Batman. Il a fait un run sur Nightwing qui est juste phénoménal. Donc là, on lui a confié Batman, et donc il est avec Michael Hanin, hein, qui est toujours une valeur sûre, hein, qui a dessiné Batman de très nombreuses fois, notamment sur le run de Tom King, par exemple. Et bien là, notre ami Tom Taylor, il nous propose une histoire complète en 6 épisodes, puisque ça réunit ici Detective Comics de 1001 à 1006, pardon, 1101 à 1106. Voilà, je vieillis, hein, et Batman aussi, du coup, mais il est plus vieux que moi. Hein, voilà. Donc, histoire complète. Et puis, chose de plus en plus rare dans les comics, c'est Tom Taylor et Michael Hanin qui signent les 6 épisodes. Alors, plutôt Michael Hanin, puisque ça devient de plus en plus rare de voir un dessinateur qui fait 6 numéros d'affilée. Et bien là, c'est le cas, et c'est vraiment dans le style qu'on lui connaît. Hein, voilà, c'est du Michael Hanin pur jus. Hein, donc c'est plutôt joli, hein. Moi je trouve ça toujours très très bon, hein, Michael Hanin. C'est clair, il y a du style, je trouve ça vraiment très très bien. C'est un peu plus scratchy qu'avant, il tente des choses, hein, je le trouve de plus en plus intéressant, moi, Michael Hanin. Euh, ouais, on le reconnaît un petit peu on le reconnaît de moins en moins, mais vraiment c'est sympa. C'est pas toujours la même chose, ça on en reparlera dans le prochain comics qu'on va chroniquer. Euh, et donc, qu'est-ce que ça raconte, en fait, cette histoire complète de Ghosts of Gotham? Tome 3, donc, le courage qui tue. Eh bien, tout simplement, c'est un virus qui envahit Gotham City. Et forcément, Batman, il va aller enquêter. Alors là, je vous spoil pas grand-chose, hein, puisque c'est le début hein, de l'aventure. Et Batman, il est contaminé par ce virus. Que fait ce virus? Je vous dis pas, mais clairement, il y a des histoires de désinhibition.
et donc Batman va être en grand danger puisqu'il a, en gros, entre 24 et 48 heures, je me rappelle plus, pour retrouver donc, l'origine du virus, un antidote et puis trouver le méchant qui est derrière ça. Un méchant qui est tout nouveau, qui s'appelle le Lion, et qui est un personnage qui est, ma foi, fort intéressant. On pourrait se demander à chaque fois, on introduit des nouveaux, méchants et cetera et ça devient difficile, hein, avec toute la galerie de méchants qu'a Batman autour de lui, de proposer quelque chose de différent. Et ben là, Tom Taylor, il y arrive. Alors il y arrive parce qu'il relie, alors le voilà, hein, le fameux lion, je sais pas si vous le voyez, qui se bat en plus très, très bien. Et ben, c'est normal parce que ce lion, il a une espèce de lien avec, Batman, qui, enfin, il y a un passé entre les 2, même s'ils le savent pas trop, et c'est plutôt pas mal fichu parce que ça reprend bien les thématiques de la peur, du courage. Batman, c'est quand même quelqu'un qui affronte ses peurs, mais en qui la peur est quelque chose d'intrinsèque. C'est-à-dire que pour vaincre la peur, il faut qu'il ait peur. Là, avec un virus qui a pour effet aussi de désinhiber les gens, ça le met en grand danger. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une intrigue alors qui va faire le point aussi. Ce qui est intéressant avec Tom Taylor, et c'est ça que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'il va s'intéresser autant à Batman qu'à Bruce Wayne. Et là, pour le coup, on va avoir vraiment toute la dualité entre Bruce Wayne, qui pour le coup est pour certains un personnage solaire, parce que n'oublions pas que Bruce Wayne, c'est un milliardaire qui donne aux associations de charité. Donc c'est quelqu'un qui peut être vu comme un modèle positif, alors que Batman inspire la peur. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal comme idée de le ressortir comme ça, c'est-à-dire bah, une dualité entre Bruce Wayne et Batman, c'est-à-dire le milliardaire qui guérit avec son argent, qui aide les gens, et Batman qui guérit les gens, mais en leur faisant peur. C'est une thématique hein, qui est abordée vraiment dans ce bouquin. Euh, alors évidemment, ça va nous conduire aussi sur plusieurs pays, on va aller sur plusieurs continents, et Batman ne sera pas tout seul, hein, parce que bah, on est dans un univers partagé, hein, et c'est plutôt intéressant ça aussi. Donc il va avoir l'aide de non seulement Mister Terrific, alors Mister Terrific, bah, depuis qu'il y a eu le film Superman, on va le voir à toutes les sauces, hein, alors que bon, il aurait pu avoir 12 000 autres personnes à sa place, mais bon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que bah, Batman, il a besoin de gens qui vont l'aider à enquêter. Et à qui il va demander de l'aide? Eh ben, il va demander de l'aide à... Alors, vous la reconnaîtrez peut-être pas, mais c'est tout simplement Lois Lane. Et ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il dit à Lois, bah, toi, t'es une journaliste, t'as l'habitude d'enquêter. Et c'est pas mal aussi de voir Bruce Wayne qui dit, j'ai besoin d'aide, je vais demander l'aide de quelqu'un, parce que niveau détective, quand même, Batman, il peut en montrer à pas mal de monde. Et ben là, il va demander l'aide de Loïs pour l'aider à trouver des choses. Et évidemment, s'il y a Loïs, hein, Superman ne sera pas loin. Et alors, j'avais pas trop souvenir de Superman dessiné par Michael Ranin. Moi, je le trouve très bien. Ça pourrait être un très très bon dessinateur de Superman, Michael Ranin. D'ailleurs, hein, vraiment, les dessins sont très très bien. Alors, qu'est-ce qui va accrocher? Ben, l'intrigue. Je vous avoue que moi, j'ai lu cette intrigue-là. Euh, Franchement, je l'ai lu d'une traite. D'une traite. Je suis allé du début à la fin, j'ai pas pu m'arrêter. On a une intrigue qui est vraiment prenante. Des personnages qui fonctionnent bien, des relations entre les personnages qui fonctionnent aussi très bien. Il y a du passé, il y a des guests, je vous spoil pas tout, hein, à la fin, ça devient quand même, assez étendu cette histoire de virus, à tel point que, bah, Batman, pour, ne contaminer, personne et ben, il va être obligé de se créer, une espèce d'armure, complètement, isolée que vous voyez ici. Voilà, une armure totalement isolée, qui l'isole en fait de tout et qui va le protéger lui et les autres.
Donc niveau design, ça marche. Vous avez évidemment toute la Bat Family. C'est très classique, OK, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien! Donc du coup, moi j'ai envie de vous dire, vous avez pas lu de Batman depuis un petit moment, ça vous saoule parce qu'il y a 12 000 trucs de Batman et cetera, et ben foncez sur ce Ghosts of Gotham tome 3. Oui, mais j'ai pas lu ni le 1 ni le 2, on s'en fout. On s'en fout, vous serez pas perdus et croyez-moi, ce Ghosts of Gotham tome 3, hein, comment ça s'appelle déjà? Le courage qui tue, et ben clairement, si vous voulez lire une bonne aventure de Batman, c'est sur celui-là qu'il faut aller. Une bonne aventure de Batman, des très bons dessins, des personnages, on n'est pas perdu, c'est une super intrigue. Franchement, faites-moi confiance, allez sur ce Ghosts of Gotham, donc tome 3, Le courage qui tue, parce que vous allez voir une vraie histoire de Batman. Moi, ça m'a fait un petit peu le même effet que quand Snyder et Jock et Francavilla avaient fait Le sombre reflet. Morrison m'avait complètement perdu avec son Batman, je l'avais arrêté, etc. J'avais pris cette histoire-là, et poum, d'un coup, j'avais trouvé ça super, c'était une super aventure. Et ben là, on est un peu dans le même acabit. C'est un petit peu en dessous, parce que quand même, ce qui vient avant de Taylor et Ranin, c'était pas mal. Le tome 1 était très sympa, elle a aussi abordé des thématiques qui étaient plutôt intéressantes. Le tome 2, pour moi, il était trop éparpillé avec des numéros spéciaux, des crossovers qui m'ont gêné à la lecture. Là, c'est clair, 6 épisodes, une aventure, une seule, un début, un milieu, une fin, de super dessins, une histoire intéressante. Foncez, moi en tout cas, ce Ghost of Gotham, eh ben, je lui mets 3 brocolis et demi, 3 brocolis et demi, donc pour Batman Ghosts of Gotham. Alors maintenant, on reste toujours sur du DC. Je suis désolé, cette semaine, c'est très DC, c'est en fonction des lectures, hein. Et là, voilà, c'est pas la même chose, hein, puisque, alors, si vous avez suivi un petit peu les précédentes critiques d'Oupienne, vous savez que je me suis lancé dans ce gros crossover qui était DC KO. Donc je vous avais chroniqué le tome 1 que j'avais pas trouvé formidable. Voilà le tome 2, et alors, je crois que le tome 2, il est encore moins formidable que le 1. Oh, quel ennui! Waouh, 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 waouh! Quel ennui, quel ennui, quel ennui! Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, DC KO, c'est donc une espèce de battle royale entre les super-héros et les super-vilains de DC. La raison pour laquelle ils doivent se taper dessus, elle est totalement débile, mais c'est assumé. Voilà, c'est assumé, le concept. On veut qu'ils se tapent dessus, on fait une espèce de truc Oméga avec Darkseid qui revient. Darkseid, quoi. Bonjour l'originalité. Qui revient et qui doit... Enfin, les super-héros doivent se battre pour qu'il n'en reste qu'un qui puisse avoir toute la puissance pour pouvoir se battre contre Darkseid. Gna 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 gna. Donc c'est quoi? Bah, c'est l'occasion de faire des combats entre tous les super-héros, et c'est l'occasion surtout de vendre plein d'épisodes annexes, puisque, et là c'est le pompon, avec ce tome 2, c'est infernal, puisque dans toutes ces pages-là, hein, soyez, il y a je sais pas combien de pages, il y en a 288, et ben vous n'avez qu'un seul épisode de DC KO, c'est le 3e, qui arrive à la fin, et donc qu'est-ce qu'on a sur les 250 pages avant? Vous n'avez que des combats. Donc on a Superman contre Captain Atom, Aquaman contre Hawkman, Wonder Woman contre Lobo, Cyborg contre Swamp Thing, Harley Quinn contre Zatanna, Flash contre Green Lantern. Et alors attention, hein, Flash le vieux contre Guy Gardner, Luthor contre Etrigan, Red Hood contre le Joker. Vous avez aussi un épisode de Night Fight, hein, vous savez, la série qui parle de Batman, puisque Batman a été éliminé, mais comme c'est Batman, en fait, il a une série à part. Et puis donc, DC KO. Et je vous assure, c'est d'un ennui, c'est d'un ennui. Oh là 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 là. Franchement, je l'ai lu il y a quoi? J'ai dû le lire il y a une semaine. Je n'ai strictement aucun souvenir des batailles. Rien.
pas une image, pas un truc qui m'a interpellé, rien. Le vide absolu, le néant total. Et du coup, euh, bah, j'ai envie de dire, mais c'est quoi l'intérêt sincèrement, alors j'entends, hein, Urban, c'est pas une critique sur Urban, hein, parce que Urban, il nous propose tous les combats pour qu'on ait tac, 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 la liste finale. Donc c'est plutôt bien vu. Mais quand je vois la tête des séries, quoi. Superman, alors, parce qu'en plus, alors voilà, on va commencer avec le Superman contre Captain Atom. En fait, le seul truc intéressant, c'est qu'ils ont tous des couvertures qui sont dessinées par Jorge Corona, qui va prendre Lobo hein, bientôt. Euh, donc en fait, c'est une bataille en 3 rounds, et chaque personnage qui se bat peut choisir de lui une version différente dans un multivers différent. Fan service. Oui, il est là, le fan service, hein, mais il sert à rien en fait, du coup, le fan service, parce qu'en dehors de ça, il n'y a rien d'intéressant. Donc vous avez, je vous donne un exemple, hein, le Superman qui se bat contre le Captain Atom classique, celui que vous connaissez. Ensuite, on va avoir une version. Donc il y en a un qui va gagner. Ensuite, il y en a un qui va devenir monarque, l'autre qui va devenir le Superman Prime du 853e siècle. Des persos que je connais même pas. Hein. Là, c'est juste pour faire plaisir aux fans. Enfin, monarque un peu, mais le Superman Prime de je sais pas quoi, du 85e siècle. Franchement, voilà, je m'en fous. On a un Superman d'acier qui et à chaque fois, ils se battent, et voilà, et c'est tout. Et ça n'apporte absolument rien aux persos, qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas, qui n'ont même pas de thématique intéressante. Euh, et puis à chaque fois, vous avez une ou deux pages dans chacun des bouquins où ça raconte ce qui se passe dans la tour de garde, puisqu'il se passe des choses entre Booster Gold, Doomsday, etc. Donc ça, c'est l'intrigue principale. Donc vous avez 7-8 numéros où, en fait, pour l'intrigue principale, vous n'avez que 2 pages qui sont intéressantes. Donc celle-là, ici, et puis celle de derrière. Bon. Alors le premier numéro, c'est qui C'est dessiné par Sean Isaacse, qui est plutôt un bon dessinateur. C'est pas son meilleur taf, hein, Sean Isaacse. Je l'ai trouvé meilleur sur plein de choses. Qu'est-ce qu'on a après le Aquaman Hawkman, alors qui n'est pas un numéro spécial, qui fait partie de Aquaman, c'est Aquaman 12. John Timms, que moi j'aime bien. Donc vous allez avoir plusieurs versions de Aquaman qui vont se battre avec plusieurs versions de Hawkman. John Timms, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Les gens, ils jurent que par Dan Mora, tout ça. John Timms, moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc vous allez avoir, évidemment, les versions... les différentes versions qu'on connaît, hein, celle avec le harpon, tout ça. Je sais même pas s'il y a celle du harpon. Parce que là, ils ont pris vraiment des versions... totalement inconnues, ce qui aide même pas en fait, parce que les versions inconnues de ces super-héros-là, elles sont pas intéressantes. Wonder Woman contre Lobo, avec plusieurs dessinateurs, c'est-à-dire qu'ils ont même pas été foutus de prendre un dessinateur pour faire un numéro. Donc là, on a Jason Howard, Carrie Nord et Daniel Bayliss. Ouais. Ah bah oui, Lobo, il va être au cinéma, on va le manger à toutes les sauces. Jason Howard, ok, mais c'est pas beau. Ça marche pas. Joel Jones au scénar, ça marche pas non plus. Et évidemment, ils nous sortent la version Lobo New 52 qui avait été catastrophique. Hein, j'ai aucun souvenir de ce qui se passe, c'est pas intéressant. Voilà, alors ensuite vous avez un épisode des Teen Titans où vous avez Cyborg contre Swamp Thing. Alors c'est John Layman et Pete Woods. Bon, c'est pas... En soi, c'est pas moche. Alors on va nous sortir évidemment les différentes versions de Cyborg, les différentes versions de Swamp Thing. Regardez ce que ça donne à la fin, sincèrement. Vous avez vraiment envie de lire ça, vous, là? Cette image, là, elle vous donne envie, là, celle qui est ici, là? Franchement, moi, non. Non, 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 non.
Et ça continue, avec, Zatanna, contre Harley Quinn. Là aussi, waouh, quelle surprise! Ça va nous permettre de vendre un numéro spécial. Alors le dessin, c'est Mirka Andolfo, que je connais de nom, que j'ai jamais rien lu de lui, qui est plutôt habitué à dessiner des jolies jeunes femmes. Donc bon, bah, sur Zatanna, Harley Quinn, ça passe si vous voulez. Le scénario, il est de Léa Williams, mais c'est pareil. Bim, boum, badaboum, ouais. Même en tant que truc régressif, ça marche pas, quoi. Je sais que Stéphane, il a plutôt aimé. Je suis pas assez régressif pour ça, là. Moi, ça n'apporte absolument rien. Et c'est long, et ça dure 30 pages, et c'est long, et c'est long, et c'est long. Flash contre Green Lantern avec Christopher Cantwell et Vasco Georgiev, Mark Waid. Là aussi, on se dit que c'est quand même des bons auteurs, mais ouais. Ah, super. Ouais, ouais, il y a Guy Garner Warrior. Génial. Génial, Guy Garner Warrior. Vraiment, c'est ce qui nous manquait, hein. Surtout pour en faire rien. Pour en faire un mec qui va se battre sur 4 pages. Voilà. C'est sur 4 pages hein, qu'il va se battre, notre ami Guy Garner Warrior. Aucun intérêt. Et ça continue avec Luthor contre Etrigan. Alors les dessins sont de Aidan Sherman, hein, qui commence à s'éparpiller un peu trop aussi, à mon goût. C'est moins intéressant que ce qu'il fait sur Wonder Woman ou sur... Bon, il y a toujours le style Aidan Sherman, mais bon, c'est un peu moins bien, je trouve. Euh, Voilà, il faudrait pas qu'il s'éparpille trop, Aidan Sherman. Red Hood contre le Joker. Alors là, on pourrait se dire qu'il y a un intérêt. Oui, un petit peu plus quand même. Voilà. Même s'il y a encore deux dessinateurs, Dustin Nguyen et Giuseppe Camuncoli, qui sont très bons hein, au demeurant, c'est pas le problème. Ouais, c'est peut-être le seul truc que je vais mettre un peu devant. Parce que bon, au moins là, il y a un passif entre Red Hood et le Joker, donc bon, c'est plutôt pas mal dessiné aussi. Ouais, c'est peut-être le seul truc qui mériterait d'être publié. Il y a le fameux Nightfall où donc après s'être battu contre Dick Grayson, après s'être battu contre comment il s'appelle Red Hood, Jason Todd et puis et ben là quel Robin va rencontrer Batman? Eh ben c'est Tim Drake du futur. Ah bah tiens c'est Dan Mora au dessin, hein, on le reconnaît tout de suite hein, puisque bah c'est du Dan Mora pur jus là aussi. Euh, c'est pas intéressant du tout. Ouais, voilà. Vous avez du Dan Mora qui fait du Dan Mora. Vous savez que je l'aime pas trop, ce dessinateur. Je le trouve pas intéressant. Je préfère largement John Teams. Je préfère largement d'autres dessinateurs là. Et puis, bah, vous avez le DCKO numéro 3 où, bah, après toutes ces batailles-là, il y a un nouveau round pour définir qui va continuer la baston. Alors évidemment, il va rester 4 personnes qu'on identifiera très très bien si on lit un peu le bouquin. C'est dessiné par Rafi Fernandez et Hermanico. Les dessins sont bien hein, sur DC Keo. Euh, Après, il est clair que si on avait eu qu'un seul tome de DC Keo, peut-être ça aurait été mieux. Parce que là, je vous assure que c'est un enfer. Hein. Là, c'est un enfer à lire. C'est long, on n'en peut plus. Des bastons qui servent à rien, il y en a 3. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dans DC Kyo 3? Bah, encore une baston. Voilà. Oui, c'est le principe. Vous allez me dire, c'est le principe. Ouais, mais c'est le principe, mais faites-le bien. Quoi. Parce que là, vraiment, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Et donc, bah, vous aurez compris que... alors, je vais aller au 3. Il n'y a que 3 tomes. Donc, je vais y aller sur le 3. Mais là, DC Kyo, je mets 2. Hein. 2 brocolis pour DC Kyo. Tellement ça a été une purge. Et bah, vous aimez les crossovers hein bah, on va en reprendre un petit peu, mais alors cette fois-ci, ça va être quand même un petit peu différent, hein, puisque là, on va s'intéresser, alors attention, gros format, à la réédition DC Treasury Bronze Books, donc publié chez Urban, hein, du tout premier crossover entre Marvel et DC, donc Superman contre
Spider-Man. Alors, c'est quelque chose qui avait été déjà publié par Semic en petit format. C'est quelque chose qui avait été publié, me semble-t-il, par la Sage Édition en format plus grand. D'ailleurs, ça me rappelle vraiment, là, pour les vieux comme moi, là, c'est vraiment ça, hein, avec vous voyez, du papier mat qui est parfait pour les dessins et les couleurs de cette époque-là. Euh, est-ce que c'est bien? Alors, par rapport à DC Keo, il n'y a pas photo, hein, je vous le dis tout de suite, c'est 10 fois au-dessus. Euh, Parce que... alors, ok, ça date d'il y a 50 ans. Vous voyez, hein, Gary Conway et Ross Andrew, donc, qui sont... qui étaient... Alors, Gary Conway, il scénarisait la Justice League. Il a fait pas mal de Spider-Man aussi. Plus tard, hein, il y a son run avec Sal Buscema par là, juste avant que DeMatteis arrive. Bon, Gary Conway, il a touché à tout. Ross Andrew, il a dessiné du Superman, il a dessiné du Spider-Man. C'est une bonne idée de mettre des artistes qui s'y connaissent et qui ont déjà tâté des deux. Là, on sent que c'est le premier crossover. Donc tout le monde y va sur des œufs, hein. Ça se sent à la lecture du truc que tout le monde y va sur des œufs. Avec quand même une jolie page d'intro par Stan Lee et Carmine Infantino, hein, qui étaient à l'époque enfin, Stan Lee, je sais même pas s'il était quelque chose à l'époque. Je sais pas si c'était... Non, je sais plus si c'était le président de Marvel ou pas, peut-être pas. Carmine Infantino, qui s'occupait vraiment de la direction artistique de DC à l'époque. Euh, Et donc, comment on fait un crossover entre ces deux compagnies et comment on fait un premier crossover entre ces deux compagnies? Alors, déjà, première surprise, hein, moi je l'avais relu il y a... Je l'avais lu quand j'étais tout petit. Hein, je n'ai pas retrouvé l'édition, Sage Édition, qui est... Encore une fois, j'ai dû la perdre, j'en sais rien. Comment on fait? Eh bien déjà, on fait 96 pages, voilà. C'est ce que... Il me semblait pas que c'était aussi gros, mais on a 96 pages. C'est pas mal, hein, quand même, pour un crossover. Quand on pense que la majorité des crossovers là, que vous avez, là, les Batman Deadpool et Superman Spider-Man, ils font quoi? 30 pages grand max, avec plein de petites histoires parallèles. Là, on est sur 96 pages d'un vrai récit. Alors, comment on fait? Eh ben, on va faire un épisode centré sur Superman, une première partie centrée uniquement sur Superman, pour présenter au lecteur qui est Superman, qui sont les personnages qui gravitent autour de lui. Donc vous voyez, là, moi, ça m'a rappelé vraiment des souvenirs, hein. Vous avez Morgan Edge, Jimmy Olsen, Perry Lombard ou Terry Lombard, je ne sais plus comment il s'appelait, Lois, effectivement. Donc ça vous présente Clark dans son environnement. Ça vous présente évidemment sa bataille contre Lex Luthor. Et donc c'est limite une petite aventure de Superman avec un récap sur la dernière page qui vous explique qui est Superman, d'où il vient, quels sont ses pouvoirs. Et quand on y réfléchit, c'est bien fichu, parce que peut-être que des lecteurs... Enfin, en tout cas, ce qu'ils ont dû se dire, c'est on peut pas intégrer nos deux persos comme ça, hein. On va présenter au lecteur qui est Superman, pour ceux qui ne liraient que du Marvel, et on va présenter, donc, deuxième partie, ce qu'ils appellent le prologue numéro 2, qui est Spider-Man. Et c'est exactement la même chose, c'est une petite aventure de Spider-Man, qui fixe au départ, qui sont les personnages autour de lui, qui est le méchant. Alors là, il va se battre contre le Docteur Octopus. Qui sont les méchants autour de lui, voilà, là où il travaille, les personnages qui bossent avec lui, J. Jonah Jameson, bon, voilà, il y a tout le monde, hein, il y a tout le monde, il y a Betty, il y a... Bon, c'est cool. Et puis, une petite page de récap à la fin pour expliquer au lecteur qui est Spider-Man, quelles sont ses origines. Et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Mais ça veut dire qu'en fait, le premier crossover... alors après, vous avez évidemment Octopus s'est fait arrêter, Luthor s'est fait arrêter, et les voilà dans la même prison où ils vont décider donc de s'associer pour des raisons uniquement d'argent et puis pour... Et là aussi, on présente qui sont les deux vilains.
Donc je trouve ça chouette, parce que du coup, n'importe qui là peut rentrer dans le... N'importe qui peut rentrer dans l'histoire, mais bah, le défaut, c'est que votre véritable crossover, il commence, alors je sais pas si vous le voyez ici, voilà, et là, il commence page 36. Et donc comment on va définir ça? Donc ouais, bah voilà, je pense que tout est dit sur cette double page, puisqu'il y a tout le monde. Vous avez Clark, vous avez Lois, vous avez Peter, vous avez Mary Jane, vous avez Jameson, vous avez bah, tout le casting de Metropolis. Il y a tout le monde. Ils sont à une espèce de réunion. Voilà, on joue sur... vraiment, on joue sur ces histoires-là, hein, qui sont sur bah, les gens qui sont autour de Spider-Man, de Superman. Euh, et puis, bah, il va se passer quelque chose, hein, et on en arrive enfin à la rencontre entre les deux héros. Vous avez vu les splash pages, c'est cool, hein. Alors, il y a un problème. Il y a un problème quand ils se rencontrent, parce que, bon, sans être méchant, Superman contre Spider-Man, Spider-Man, il tient pas 3 secondes, hein. Donc, il y a une espèce de ruse pour qu'ils soient aussi puissants l'un que l'autre. Et donc, Ross Andru, il va vraiment se faire plaisir en nous faisant des grosses pages de baston comme ça. Euh, et bizarrement, c'est peut-être la partie où ça, qui est la moins... Alors, en dehors de la grosse baston où ils vont se battre, et ils vont comprendre qu'ils sont amis, et voilà l'image iconique qui est ici. Là, voilà l'image iconique où les deux super-héros se serrent la main. Vous imaginez pas à quel point ce crossover, en fait, il définit tous les gros crossovers. Il y a une intrigue de base, ils se rencontrent, ils se tapent dessus parce qu'ils se comprennent pas, et puis finalement, ils deviennent potes. C'est les crossovers, voilà. Et tout est parti de ça. Donc, les gens qui veulent ben, que les comics s'intéressent, ceux qui veulent vraiment rentrer dans l'histoire des comics, cet épisode-là, il est juste essentiel, hein, parce qu'il va vous définir tous les crossovers jusqu'à maintenant. C'est le principe même. La dernière intrigue où Superman et Spider-Man vont se battre contre Luthor et Octopus, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, je vous avoue, c'est pas ma partie préférée du truc. On va arriver en Afrique. Ok. On va aller dans l'espace. On est très dans du Moonraker, James Bond, je trouve, avec des histoires de satellites. Bon, je vous spoil rien si je vous dis qu'à la fin, ils gagnent hein, tous les deux. Voilà, ils gagnent tous les deux à la fin et ils sont très contents. Est-ce que c'est sympa? Oui. Est-ce que le scénario a vieilli? Évidemment que ça a un peu vieilli. Mais bah, c'est franchement pas si dégueulasse, hein. Je vous avoue que j'ai lu ça. Alors, effectivement, vous avez l'aspect nostalgie. On va pas se mentir. Mais par contre, le format, il est génial, hein. Pour ce genre de choses, vous le mettez dans un truc cartonné avec du papier glacé, ça n'a aucun intérêt. Là, on a un papier mat, vieux, enfin vieux papier, on s'entend, hein, mais qui prend super bien les couleurs de l'époque. Donc vraiment, le format, il est terrible. On en a déjà parlé hein, de ces formats-là, hein, mais franchement, c'est ce que Urban pouvait faire de mieux. Ça existe hein, aux États-Unis, donc ils n'ont pas non plus inventé le truc. Mais clairement, pour ressortir des épisodes comme ça, c'est bien. Alors, de fait, donc je vous ai dit, le scénario, plutôt sympa. La fin, c'est un peu n'importe quoi. J'ai pas... Voilà. On sent qu'ils ont vraiment bossé jusqu'à la rencontre entre les deux. Après, ça devient un petit peu... Jerry Conway, il navigue un peu, ça navigue un peu entre deux eaux. Ça sait pas trop où ça va. C'est moins bien. Par contre, Ross Andru, il est impeccable. Bah, il est ancré par Dick Giordano, hein, qui est lui-même aidé par Terry Austin. Et alors, il y a une histoire, c'est que les têtes de Superman ont été refaites, vraisemblablement à l'insu de tout le monde, par Neil Adams, puisqu'en fait, Dick Giordano bossait dans le studio de Neil Adams.
Et Neil Adams, il a voulu absolument mettre sa patte dessus. Et c'est vrai que quand on y pense, on peut... Alors, une fois qu'on le sait, hein, parce que vous voyez, autant le Docteur Octopus, c'est... il faut que je vous retrouve ça. Autant le Docteur Octopus, pour moi, c'est du Ross Andru pur jus. Autant certaines têtes de Superman, effectivement, quand il est en gros plan, ben, moi, ça me fait penser ouais, à un peu de Neil Adams, surtout au départ, quoi. Voilà, là, je reconnais plus du Neil Adams que du Ross Andru sur la tête de Superman. Peut-être c'est moi qui m'égare, hein, j'en sais rien, mais donc niveau dessin, c'est plutôt sympa, vous avez vu, hein, et c'est du grand format et ça marche très très bien. L'histoire est classique. Est-ce que c'est un numéro important? Bien sûr que c'est un numéro important, c'est là où tout commence, hein, c'est là où tous les crossovers commencent. Est-ce que l'édition est bien? C'est le plus de cette histoire, cette édition comme ça, qui est vraiment, encore une fois, la bonne idée de Urban, hein. Urban, tous les 2-3 ans, ils nous sortent un format qui est une très bonne idée. C'était les Chronicles. Pour moi, les Chronicles, c'est ce qu'Urban a fait de meilleur. Malheureusement, ça marche moins bien. Ensuite, là, il sort les paperbacks, et dès qu'il a commencé à faire des paperbacks avec des histoires qui étaient plus trop rééditées ou voire totalement nouvelles, bah, ça marche aussi beaucoup et c'est intéressant. Et puis, c'est ces grands formats qui sont pour le moment aussi des très bonnes idées. Donc, bah, est-ce qu'on y va? Eh ben ouais, on y va sur ce Superman contre versus The Amazing Spider-Man. Parce que c'est bien, parce que c'est sympa, parce que c'est historique et parce que c'est dans un super format. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vais lui mettre? Alors, on va pas être trop non plus dithyrambique. Je vais lui mettre 3 brocolis. 3 brocolis hein, pour ce Superman versus Amazing Spider-Man. Donc voilà, alors... après, si vous êtes amateur, franchement, le format, moi, je le trouve génial. Voilà. Donc foncez si vous aimez ce genre d'histoire. Par contre, si vous aimez pas les trucs vintage, n'y allez pas. Mais quand même, c'est bien quand on est fan de comics d'avoir lu ça au moins une fois dans sa vie, hein. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, force et honneur à vous. Voilà. Je vous donne rendez-vous quand? Bah, la semaine prochaine, mardi 18h, pour des nouvelles critiques d'Oupienne. Et on va arriver tout doucement dans l'été où je vous réserve des choses un petit peu plus spéciales. Voilà. Écoutez, merci encore. Prenez soin de vous. Partagez votre passion des comics. Soyez unis par les comics, hein. C'est ce qui nous, c'est ce qui nous définit. Voilà, notre amour des comics. J'espère vous avoir fait partager. Alors, mon amour des comics avec certains titres que je viens d'exploser, c'est peut-être pas ça, mais vous n'êtes pas d'accord. Réagissez, commentez. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vraiment, nous, ça nous fait super plaisir. En plus, c'est hyper sain comme commentaire. On a encore rarement eu, on n'a jamais eu à faire de la modération. Vous êtes formidables. Voilà. Non, mais c'est vrai. Sincèrement, c'est un vrai plaisir. Moi, quand je sors des critiques d'Oupienne, j'ai vraiment plaisir à voir les commentaires qui sont en dessous parce que c'est toujours hyper positif, même si on n'est pas d'accord. Et ça, c'est chouette. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h, le mardi. Et puis, bah, à la semaine prochaine.